Bonsoir et bienvenue sur Éclair TV pour notre séquence d'analyse hebdomadaire. Trois sujets feront l'objet de notre réflexion aujourd'hui. D'abord, le vivre ensemble à la Guadeloupe. Nous avons traité la dernière fois du racisme en invitant à une grande tolérance, mais également le vivre ensemble nécessite que nous ayons cette même tolérance à l'égard des différentes nationalités. Nous verrons pourquoi. Le deuxième sujet concernera le déficit que l'on peut qualifier d'astronomique pour certaines collectivités territoriales. Au cours des 2 dernières semaines, pas moins de 3 communes ont vu leur chef d'édilité s'exprimer, montrant leurs grandes difficultés à pouvoir gérer leur quotidien. Enfin, nous terminerons avec les élections régionales et départementales qui vraisemblablement se dérouleront entre le 13 et le 20 juin, mais nous verrons également les conséquences qu'il peut y avoir par rapport aux aspects sanitaires. Le vivre ensemble à la Guadeloupe nécessite que l'on puisse également considérer l'obligation, je dis l'obligation morale, d'être tolérant vis-à-vis des différentes nationalités. Et donc, un des éléments du vivre ensemble nous impose de réfléchir sur les grandes problématiques de l'immigration à la Guadeloupe. On entend souvent stigmatiser certaines communautés. Pourtant, il y a un processus quasi mécanique qui a été mis en évidence par l'Institut national des études démographiques, en particulier les travaux de Claude Valentin-Marie, et qui montre que lorsqu'un espace géographique perd de sa population et en même temps qu'il a un produit intérieur brut par habitant élevé, il y a automatiquement un phénomène de compensation lié à l'immigration issue des pays qui ont un pouvoir d'achat beaucoup moins important, mais également un produit intérieur brut également plus important. Je voudrais rappeler que la Guadeloupe actuellement, c'est le 4e produit intérieur brut de la Caraïbe, un peu plus de 20 000 euros. Que par ailleurs, cet indicateur que le produit intérieur brut ne me plaît pas forcément, en tout cas en tant qu'indicateur de par sa globalité. Nous sommes le 5e en matière d'indice de développement humain, ce qu'on appelle l'IDH, qui en plus des recettes économiques, des produits économiques, fait intervenir également le système éducatif, mais également le système de santé. Les travaux de l'INED que j'ai cités précédemment mettent en évidence que depuis les 15 dernières années, la Guadeloupe perd régulièrement environ 2000 à 2400 habitants. Et qui c'est qui part, donc qui émigre, qui quitte la Guadeloupe? Bien, ce sont nos jeunes, tout simplement ceux qui ont entre 18 et 30 ans, et plus spécifiquement mis en évidence par l'INED, le fait que ceux qui sont les plus diplômés. Donc, on a parlé du temps du Bumidum de véritable génocide par substitution, mais là nous avons une véritable fuite de cerveau, mais non seulement ces cerveaux quittent la Guadeloupe, mais comme ce sont des personnes en âge de procréer, on constate qu'il y a de moins en moins, en tout cas l'indice de fécondité à la Guadeloupe est de plus en plus bas, puisqu'actuellement il y a en moyenne moins de 2 enfants par femme à la Guadeloupe, en âge de procréer du moins. Or, le renouvellement d'une génération n'est assuré que s'il y a 2,5. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il faut bien distinguer l'immigration clandestine, qui n'est pas tolérable, de l'immigration régulière, dont je vais montrer qu'elle nécessite, en tout cas qu'elle porte sa contribution au développement économique de la Guadeloupe. Par exemple, la communauté haïtienne. Je vous rappelle que dans bon nombre d'exploitations agricoles, certains commerces de proximité, y compris ceux qui restent ouverts jusqu'au dimanche, sont tenus par des originaires de la communauté haïtienne, tout simplement parce que nos jeunes, en tout cas, guadeloupéens, soit qu'ils sont partis ou se sont désintéressés de ce différent secteur.
On pourrait également évoquer, dans le domaine beaucoup plus commercial, les originaires de Saint-Domingue qui ont les salons de coiffure ou encore les restaurants, les originaires de l'île de la Dominique, tout près, qui souvent sont engagés dans les services de proximité par rapport aux personnes. Dans tous les cas de figure, même si on généralise, je pense à la médecine, que serait la Guadeloupe s'il n'y avait pas la contribution d'un certain nombre de médecins étrangers qui limitent par conséquent le désert médical. Et même à l'université, j'ai eu d'éminents collègues qui étaient d'origines diverses, aussi bien européennes que caribéennes, et qui étaient d'excellents chercheurs. Donc, il nous faut vraiment éviter de stigmatiser en tout cas, les différentes communautés, en tout cas celles qui sont régulièrement installées sur notre département et qui par conséquent portent leur contribution au développement de la Guadeloupe. Et si tout à l'heure j'ai dit que l'immigration clandestine n'est pas tolérable, d'abord parce qu'il y a automatiquement dans chaque espace socio-économique une capacité d'accueil, mais personne ne peut nier, il ne faut pas se voiler la face, que lorsque les étrangers en situation irrégulière arrivent, ils sont hébergés, souvent par nous, dans des conditions quasi inhumaines qui font qu'il leur est demandé des loyers exorbitants, alors même qu'ils n'ont pas les commodités essentielles qui leur permettraient donc de vivre dans des conditions de salubrité acceptables. Donc, pourquoi y a-t-il une immigration clandestine aussi importante à la Guadeloupe? Est-ce un problème de moyens logistiques au niveau des forces de l'ordre? Est-ce une permissivité liée au fait que le droit n'est pas suffisamment sévère? C'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une immigration qui sera de plus en plus importante. On constate que les jeunes en âge, en tout cas qui font l'immigration, sont entre 25 et 35 ans. Ce n'est donc pas pour rien que ce sont chez les étrangères qu'il y a le plus fort taux de fécondité, puisque les nôtres à cet âge s'en vont. Eux, ils arrivent et ça se perçoit soit au niveau du nombre d'accouchements au centre hospitalier ou tout simplement dans les écoles maternelles où on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants d'origine créolophone ou anglophone, alors même que le système éducatif ne met pas en place des dispositions qui leur permettraient d'intégrer ces enfants anglophones et créolophones qui ont donc un temps d'adaptation et qui souvent sont en échec scolaire, même s'il faut relativiser ce que je dis, puisque je connais des étudiantes d'origine haïtienne en particulier et qui étaient des étudiants extrêmement brillants et qui par conséquent amènent à nuancer ce que je peux dire. Dans tous les cas, évitons de stigmatiser nos communautés, évitons de stigmatiser ceux qui ne sont pas de la même obédience, par exemple, religieuse que nous, parce que nous sommes dans un État laïque et il nous faut faire la différence entre la religion et le croyant. On peut effectivement critiquer une religion, mais on ne peut pas en vouloir aux croyants pour ses convictions. Et tous ces éléments, à savoir le respect des différentes nationalités sans les stigmatiser, le respect des croyances religieuses, si nous arrivons à trouver le consensus qui nous permet d'être beaucoup plus tolérants, il est incontestable qu'à la Guadeloupe, lorsqu'il s'agira de penser à notre avenir, il faudra l'envisager, mais avec ces différentes communautés, plutôt que de nous laisser gagner par les forces du mal, et que ces forces du mal nous amènent systématiquement à trouver des boucs émissaires, non pas par rapport à nos propres responsabilités, mais en faisant croire que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive. Et je voudrais rappeler la phrase, la pensée en tout cas d'un philosophe bien célèbre, et qui disait que les forces du mal ne progressent que parce que les femmes et les hommes de bien restent inactifs. Pensons-y et militons pour que nous puissions continuer à vivre ensemble à la Guadeloupe. Notre premier sujet est terminé. Nous allons donc aborder le deuxième sujet relatif au déficit des collectivités territoriales. Il ne vous a pas échappé que 3 maires récemment, en tout cas, se sont exprimés, pas plus tard encore qu'avant-hier, en présentant, suite au rapport de la Chambre des comptes,
Chambre régionale des comptes, une situation financière très difficile. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation où 29 communes sur les 32 que compte actuellement la Guadeloupe sont dans une situation financière extrêmement difficile. Le maire de Grandbourg, la maire de Grandbourg s'est exprimée avant-hier en disant mais chaque mois, elle paie près de 600 000 € de charges de personnel. Et si les communes sont, en tout cas les communes, surtout les communes, parce que le département et la région gardent encore une capacité d'endettement et un budget même excédentaire, mais les communes, dans la plupart des cas, sont dans une situation plus que difficile, alors même qu'elles bénéficient davantage de recettes, puisque par rapport aux communes de l'Hexagone, nos communes locales bénéficient de l'octroi de mer, qui pour certaines communes correspond à peu près à 30% de leur section de fonctionnement, et également de la taxe sur les carburants. Pourtant, la situation s'est dégradée. Alors essayons de comprendre pourquoi. À mon avis, et je n'engage, si vous voulez, que moi, je laisse libre cours à vos réflexions, à l'origine de ce problème se trouve la loi de janvier 1984 qui crée la fonction publique territoriale. Cette loi a eu l'immense avantage de créer des filières et des cadres d'emploi qui permettent donc d'avoir des cadres spécialisés, mais elle avait une faille terrible, c'est qu'au nom du principe de libre administration, elle autorise les exécutifs locaux à recruter au regard de leur pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle a créé un emploi et qu'elle a fait la publicité qui était nécessaire, le maire, président du conseil départemental ou régional, par simple entretien avec vous, a la possibilité de vous stagiariser, en catégorie C du moins, et ensuite de vous titulariser toujours dans la même catégorie C. Ce sont les cadres d'exécution. Pour les cadres d'organisation catégorie B et les cadres de conception de catégorie A, il y a toujours cette obligation de concours. Mais que s'en est-il suivi? Les maires, plutôt que de renforcer l'encadrement qualitatif des collectivités territoriales, donc renforcer le recrutement en cadre A et en cadre B, mais ça nécessitait qu'on recrute sur la base des concours, ont massivement recruté sur la base de la catégorie C, mais au regard de critères plus politiciens que spécifiques à des compétences particulières. Je vais vous donner un exemple. Quand on voit les recrutements entre 1984 et 1990, mais la majorité d'entre eux, lorsqu'un poste était créé, donc 35 heures, eh bien, il y a un recrutement à 17h30, un deuxième recrutement à 17h30, ce qui veut dire que le chef d'édilité, sur un seul emploi budgétaire, recrutait tout simplement 2 personnes. Sauf que lorsqu'est intervenue l'obligation pour cotiser à la caisse de la fonction publique territoriale qu'on appelle la CNRACL, l'obligation d'avoir 28 heures, tous ceux qui étaient à 17h30 ont dû passer à 28 heures, donc 28 35e, plus les 40% qui sont associés. On est actuellement dans une situation, sans compter qu'il y a eu les intercommunalités qui devraient permettre de mutualiser, mais qui au lieu de mutualiser ont été l'occasion de continuer des recrutements. On est donc maintenant dans la situation où, dans la fonction publique territoriale, vous n'avez plus que 5% de cadre A, vous avez 7% de cadre B et 88% de cadre C, des cadres d'exécution. Vous comprenez très bien que si vous avez autant de cadres d'exécution, mais que vous n'avez pas suffisamment de catégorie B, de cadres d'organisation ou de catégorie A, de cadres de conception pour les encadrer, la fonction publique territoriale est sous-encadrée et également manque un cadre de conception. Donc la situation, si vous voulez, maintenant devient d'autant plus difficile qu'il ne faudra plus compter sur l'État
pour bénéficier d'un certain nombre de subventions, même si le dernier budget, en tout cas le budget 2021 du ministère des Outre-mer, prévoit 30 millions pour aider les collectivités qui sont en difficulté. Mais l'aide aux collectivités en difficulté nécessitera un certain nombre d'impératifs qui, quelque part, vont dépouiller le chef d'édilité, puisque l'État exercera un contrôle, l'État qui aide va exercer un contrôle, et ce contrôle dépouille en grande partie le chef d'édilité de sa capacité, en tout cas de son autonomie, au nom du principe de libre administration. Il y a donc une urgence, mais vraiment absolue, de pouvoir s'interroger sur l'avenir des collectivités territoriales, puisqu'il ne sera plus possible de continuer à voir qu'entre 50 voire 80% de la section de fonctionnement, la section de fonctionnement, c'est ce qui permet de payer l'essence, de réparer les routes, de payer l'électricité, etc., l'eau mise à disposition. On ne pourra pas rester, en tout cas, assumer ces responsabilités qui relèvent du service public, alors que jusqu'à 80% de la section de fonctionnement est consacrée à payer du personnel qui lui-même est sous-encadré et qui, par conséquent, n'a pas l'efficacité qu'on pourrait attendre. Et je crois que la situation ne peut trouver un épilogue que dans deux directions. La première, lorsque deux cadres C partent à la retraite, le calcul est facile à faire. Le recrutement d'un cadre A ou d'un cadre B revient à peu près à la même dépense avec un cadre d'organisation ou un cadre de conception. Donc en fait, la collectivité gagne en ingénierie et ça permettra à un nombre non négligeable de nos jeunes de revenir, puisqu'à l'heure actuelle, la fonction publique territoriale à la Guadeloupe, c'est près de 14 000 agents, avec une pyramide des âges qui est assez proche des 45 ans, ce qui laisse quelques perspectives de départ à la retraite. Enfin, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Le recrutement politicien crée maintenant une difficulté, un déséquilibre que les budgets ne peuvent plus supporter. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes mieux formés et qui sont de plus en plus frustrés de voir que la simple proximité d'un acteur économique ou d'un agent avec une collectivité, en tout cas avec un élu, est une condition qui transcende, en tout cas qui dépasse les qualifications ou le diplôme qu'il a pu avoir. Donc c'est un message à l'attention des responsables de nos collectivités, puisque nous sommes appelés à devoir nous débrouiller de plus en plus seuls, et cette obligation sera de plus en plus mal assurée si le budget de nos collectivités ne trouve pas un équilibre qui permette d'investir. Enfin, dernier sujet concerne les élections dont la date de report serait fixée entre le 13 et le 20 juin. En tout cas, il y a toujours dans une loi, en tout cas un projet de loi, des difficultés entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est hier, jeudi, qu'à la suite d'une commission mixte, 7 sénateurs, 7 députés, qu'il y a eu un compromis de trouver concernant ces élections. Donc, elles se dérouleront, mais avec un certain nombre d'impératifs. Le premier impératif, c'est que la campagne électorale a effectivement commencé le 1er septembre 2020. On a pensé qu'avec le report des élections, les 6 mois qui précèdent le scrutin, en tout cas le premier jour du mois du scrutin, auraient été également décalés. Non. Donc, attention, il n'est pas interdit pour, par exemple, un futur candidat de pouvoir faire son bilan de campagne à condition qu'il le fasse sur ses deniers propres, mais il ne peut pas, il est tenu par le principe de sobriété, il ne peut pas enrichir le matériel, en tout cas les instruments classiques de communication, plus qu'il ne doit être. D'ailleurs, vous avez bien vu que le tribunal administratif a annulé 2 élections justement pour cette problématique
de communication. D'autre part, il sera possible d'avoir 2 procurations au lieu d'une. Ça a donc été acté par la commission mixte. Que la campagne, au lieu de durer 12 jours, elle commence en général le lundi et se termine le vendredi minuit avant le dimanche de l'élection. Elle va durer donc 19 jours, mais que les rassemblements supérieurs à 50 personnes sont pour l'instant toujours interdits. Et je voudrais simplement rappeler que pour l'instant, c'est un projet de loi, que cette loi sera certainement prise assez rapidement. S'en suivra un décret de convocation des électeurs, mais au plus tard, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, le conseil scientifique devra rendre les conclusions pour dire si oui ou non l'organisation des élections au mois de juin, les 13 et 20, est compatible avec la situation sanitaire. Si les conclusions sont défavorables parce que la variante anglaise, en tout cas la variante anglaise du virus ou le variant anglais du virus progresse trop, il est incontestable qu'une nouvelle loi devra être prise pour pouvoir modifier éventuellement la date des nouvelles élections. Attendons, puisque tout est attaché, en tout cas aux propositions du conseil scientifique. Voilà, notre analyse hebdomadaire est terminée. Que la nuit vous soit sereine et qu'elle vous soit par conséquent douce. Bonne soirée.